bienvenue dans notre nouvelle émission de Tutobjet. Ça y est, c'est la rentrée, les enfants ont repris le chemin de l'école et à cette occasion, j'ai eu envie de vous parler d'un objet qui a été utilisé par les écoliers jusqu'au milieu du XXe siècle. Il s'agit de la plume. Donc on va découvrir son histoire et puis comment on pouvait l'utiliser avec les pleins et bien entendu les déliés. C'est parti! Alors la plume, c'est un morceau de métal ou d'autres matières, donc taillé en bec, dont la forme donc permet de retenir un réservoir d'encre par capillarité et dont le support, voilà, donc elle s'adapte à un support, ici le porte-plume, qui permet d'écrire ou de dessiner. Alors j'ai réalisé un petit schéma qui reprend les différentes parties constituant la plume. Vous pourrez en prendre connaissance juste après, mais auparavant j'aimerais vous donner un petit peu de vocabulaire. Les deux parties principales constituant la plume sont d'un côté le canon, de l'autre la pointe. Le canon, c'est la partie qui sert à maintenir la plume en fait dans son support, par exemple ici avec un porte-plume, comme ceci. L'autre partie, donc la pointe, c'est ce qui est en contact avec l'encre. Le canon peut être cylindrique ou plat, il est parfois gravé ou bien estampé du nom du fabricant, du nom de la plume ou bien de certaines de ses caractéristiques. En ce qui concerne l'extrémité de la pointe, donc qu'on appelle le bec, il est constitué d'une incision centrale qu'on appelle la fente et celle-ci donc se prolonge par une percée. Afin de donner de la souplesse au bec, il se peut que celui-ci soit composé d'incisions latérales. Enfin, le canon et la pointe sont séparés par un épaulement ou rétrécissement que l'on appelle la gorge. Les Romains mentionnent la plume d'oie sur des parchemins et du papyrus à partir du IVe siècle, mais ils lui préfèrent le calame, et celle-ci ne s'imposera qu'au Ve siècle. Elle dominera tout le Moyen-Âge et la période classique. Toutefois, la plume métallique apparaît dans l'Antiquité et tente de compenser le principal défaut de la plume d'oie, dont la pointe s'use très vite en grattant le papier. Malgré tout, sa mauvaise souplesse et sa mauvaise tenue par rapport à la corrosion provoquée par l'encre ne lui permettent pas de la détrôner et elle reste un objet de l'artisanat. Seule l'apparition des nouveaux aciers ayant la résistance et la souplesse nécessaires lui permettront donc de conquérir le monde. Alors ces premiers aciers sont produits à Birmingham vers 1820 et 15 ans plus tard, les plumes métalliques anglaises commencent à s'exporter dans le monde entier pour remplacer la plume d'oie et le calame. Dès la fin du XIXe siècle, le stylographe, que l'on appelle aussi stylo-plume, concurrence la plume pour porte-plume avec l'avantage de posséder sa propre réserve d'encre, donc d'abord sous la forme d'un réservoir, puis de cartouches jetables. Enfin, dès 1960, le stylo à bille et le stylo à feutre détrônent le stylo-plume qui n'est aujourd'hui utilisé que pour le dessin ou la calligraphie. Alors en écriture manuscrite et en typographie, le plein et les déliés correspondent respectivement donc au tracé le plus épais et le plus fin d'une lettre. Et voilà, ainsi s'achève notre émission. C'est avec plaisir que je vous retrouverai le mois prochain pour un nouvel objet. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.